Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Michel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, le chassidisme, c'était le thème, l'un des thèmes de notre émission de la semaine dernière. Aujourd'hui, nous resterons en Europe de l'Est et nous parlerons, si vous le voulez bien, des yeshivot, du monde des yeshivot. Alors, comment se déroulait, monsieur le rabbin, la vie quotidienne d'un étudiant dans une de ces grandes yeshivot que nous avons commencé à évoquer la semaine dernière? Bien, il est nécessaire ici de citer un nom. C'est celui de Rabbi Chaim de Volojine, qui a bouleversé complètement sur le mode, sur le point de vue des structures d'accueil et la manière de fonctionnement des yeshivot, la façon dont on étudiait le Talmud. Jusque-là, on étudiait le Talmud plutôt dans ce qu'on pourrait appeler un Beth Midrash, c'est-à-dire qu'il y avait une dizaine d'élèves, parfois un peu plus, qui se groupaient autour d'un maître, qui prenait accueil dans une synagogue, par exemple, et puis qui devait se débrouiller pour trouver le gîte et le couvert dans des conditions parfois humiliantes et toujours très précaires, puisque la plupart des étudiants qui se consacraient du matin au soir et depuis leur plus jeune âge à l'étude du Talmud n'avaient très souvent aucun métier et aucun moyen de subsistance. Et Rabbi Chaim de Volojine, en 1803, a créé un nouveau système. C'est lui qui a créé la grande yeshiva sur le modèle de laquelle fonctionnent aujourd'hui toutes les grandes yeshivot, tous les grands réseaux de yeshivot que nous connaissons, et dont beaucoup d'ailleurs on les appelle en Israël, vous avez certainement entendu parler, les yeshivot dites lituaniennes, parce qu'elles trouvent leur origine justement à Volojine en Lituanie. Et en quoi consiste alors? Mais elles se sont étendues ensuite, y compris au monde chassidique. Oui, le monde chassidique a calqué dans une grande partie cette méthode, cette approche, avec bien sûr des spécificités. On étudie le chassidisme dans la yeshiva chassidique, qu'on n'étudiera pas en tant que matière pour elle-même, évidemment dans les yeshivot dites lituaniennes. Mais l'originalité, si vous voulez, de cette yeshiva, c'est que on va maintenant grouper les étudiants en grand nombre. À Volojine, il y avait plus d'une centaine d'élèves qui ont afflué de toute la Pologne pour étudier dans le même endroit. Et c'est donc cela la première originalité, une centralisation très importante d'étudiants et qui vont laisser donc des noms, donner des grands noms à des villes de Pologne tout à fait qui auraient été complètement oubliés et qui consistaient en un point sur une carte, qui sont devenus dans le monde juif extrêmement célèbres. Tout à fait, entre parenthèses, cette centralisation devait poser des problèmes administratifs, des problèmes économiques compliqués. Justement, Rabbi Chaim de Volojine a voulu rehausser l'image de marque de l'étudiant, aussi bien aux yeux des autres qu'à leurs propres yeux. Comme je le disais tout à l'heure, auparavant, il fallait quémander un peu chacun devait quémander le gîte et le couvert. Alors, Rabbi Chaim de Volojine a décidé que ce n'était pas bien, cela abaissait un petit peu l'image que chacun avait de soi, et que ce n'était pas digne pour un étudiant de la Torah, qui ne méritait pas cela. Et par conséquent, il a dit qu'il fallait absolument que les élèves puissent étudier sans avoir le moindre souci sur ce plan-là. Rabbi Chaim de Volojine était d'ailleurs un homme d'action et un homme d'affaires, il avait beaucoup d'argent, et dans un premier temps, c'est lui qui a assumé, avec ses propres deniers, la subsistance de la yeshiva. Quand ça a pris des proportions énormes, c'était plus possible, mais il a fallu récolter de l'argent auprès des gens qui travaillent, mais qui reconnaissaient que l'étude de la Torah méritait d'être soutenue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours refusé de ramasser de l'argent à Volojine, même pour sa yeshiva, pour qu'il n'y ait absolument aucun contact, un sentiment de déshonneur vis-à-vis des gens qu'il a été amené à côtoyer. Et donc aujourd'hui encore, c'est le système qui prévaut la plupart du temps. Et du point de vue de l'étude elle-même, est-ce que les choses ont changé ou est-ce que c'était toujours à peu près le même système, pédagogique qui fonctionnait autrefois dans les bâtés à Midrash? Ce qu'il y a d'original également de ce point de vue chez Rabbi Chaim de Volojine, c'est qu'il a beaucoup insisté sur la partie spirituelle et morale qui est liée à l'enseignement. Ça, c'était peut-être un apport du chassidisme. Le chassidisme avait un peu mis le doigt sur
une déformation à défaut qui parfois se faisait jour, que la pratique des mitzvot et même l'étude de la Torah était un petit peu se faisait un petit peu comme quelque chose de machinal et d'automatique, au détriment de valeurs comme l'amour du prochain et toute autre valeur morale, même la piété dans la prière. Ces choses-là, la prière était elle-même objet d'étude et objet de concentration. Et par exemple, Rabbi Chaim de Volojine tous les soirs donnait un cours de Chumash, c'est-à-dire de Pentateuque sur la Sidra de la semaine, pour bien montrer que toutes ces valeurs aussi étaient des objets d'étude et que tout l'arrière-plan moral et éthique qu'il y a derrière le Talmud était fondamental et inséparable. Bien, alors vous ne m'avez toujours pas dit comment se passait la journée type d'un étudiant, d'un Baruch Yeshiva, d'un étudiant en Yeshiva à cette époque. Elle commençait très tôt. On devait se lever. À l'époque, il n'y avait pas de chauffage. Brièvement. Très bien. Et donc, après s'être levé tôt et après avoir fait la prière, eh bien, on étudiait jusqu'à l'heure du repas où on mangeait, et puis on réétudiait à nouveau jusqu'à l'heure du soir, où après avoir fait la tfila de Harbit, on se remettait à étudier jusqu'à des heures indues dans la nuit. Bon, c'est-à-dire qu'on étudiait, on dormait le moins possible. Et Rabbi Chaim de Volojine disait d'ailleurs, vous savez qu'il a écrit un livre, Nefesh HaChaim, dans lequel il donne la philosophie dont cette yeshiva était en quelque sorte l'incarnation, la mise en pratique. Selon lui, s'il existait une seconde où personne étudiait la Torah, le monde s'écroulerait. C'est l'étude de la Torah qui permet au monde de tenir. C'est grâce à la Torah que le monde a été créé. C'est la Torah, l'étude de la Torah qui permet au monde de subsister. Il fallait donc, à Volojine, ça n'a plus été vraiment aujourd'hui mis en pratique, que 24 heures sur 24, il y ait des étudiants qui se relayent de manière à ce que le Beth Midrash ne soit jamais vide. Bon, ça c'était presque quelque chose d'exceptionnel. Mais est-ce que par exemple on pouvait quand même dormir Shabbat? Le Shabbat, comme les autres jours, en fait, on insistait pour que ceux qui aient besoin de dormir dorment. C'est-à-dire qu'on savait très bien que la santé est indispensable. Et parce que cette morale me semble un petit peu spartiate tout de même. Pas de sport, peu de sommeil, et on mangeait peu, j'imagine. On mangeait peu à cause des problèmes économiques que cela soulevait, mais vous savez qu'il y a un passage talmudique. C'était pas très conforme à l'image qu'on se fait des cours chassidiques. Ah oui, vous avez raison. Là, nous sommes en train de parler d'une autre école, l'école lituanienne, qui sur ce plan-là est plus raide et qui en fait est une mise en pratique d'un enseignement du Talmud qui dit que la Torah ne se maintient réellement que chez celui qui se tue pour elle. Memit atzmo alea, qui se tue pour elle, ça veut dire qu'il vraiment fait des sacrifices physiques importants, mais cependant pas au point de mettre la santé en jeu. Bon, alors dans le monde chassidique, ça se passait un petit peu différemment tout de même. Je ne sais pas réellement, j'avoue ne pas savoir exactement comment les choses se passaient, mais j'imagine que très souvent cela se passait exactement de la même façon quand il n'y avait pas de moyens économiques plus importants, tout au moins dans les yeshivot, et je suis absolument certain qu'il y avait la même ascèse en quelque sorte, le même feu qui permettait de s'investir à fond dans l'étude. Et alors les yeshivot les plus réputés, en tout cas au 19e siècle et au début du 20e siècle, étaient en Lituanie. En Lituanie essentiellement. Et d'ailleurs, toutes les yeshivot qui se sont reconstituées plus tard, nous en parlerons tout à l'heure, ont repris les noms, finalement les grands noms des yeshivot de l'époque. Alors monsieur le rabbin, nous allons continuer notre promenade historique, nous allons parler de l'étude du Talmud en Israël, aux États-Unis, en France, après les grandes migrations, après la Shoah également, et également avant la Shoah. Mais je voudrais savoir si dès le 19e siècle, il y avait, donc avant les grands pogroms, les grandes migrations, est-ce qu'il y avait déjà des yeshivot célèbres, importantes, dans le monde occidental, en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis par exemple? Je ne pense pas. Est-ce qu'elles étaient toutes concentrées? Et puis il y a également, ne l'oublions pas, le monde séfarade. Oui, le monde séfarade. Est-ce qu'on peut dire que c'était une époque, ce 19e siècle était une époque importante pour les yeshivot du monde séfarade? Dans le monde séfarade, il n'y a pas eu cette constitution de yeshiva comme on l'a trouvé dans le monde
dans le monde lituanien ou d'Europe de l'Est. Et c'était plutôt le système dont je vous ai parlé, à savoir que bon, il y avait une étude générale pour tout le monde, et puis ensuite ceux qui se dégageaient sur le plan de l'intérêt et du niveau, des qualités, se groupaient autour d'un rabbin ou dans une structure, mais qui était quand même beaucoup moins organisée et en tout cas moins centralisée que celle que nous avons pu voir. Et d'ailleurs, c'est frappant que à l'époque, donc, le monde séfarade était grosso modo sous l'autorité du monde ottoman, a quand même beaucoup moins fait parler d'elle, si vous voulez, que le monde d'Europe de l'Est. Sur le plan de la halakha, la plupart, à partir du 19e siècle, toutes les shuelot, toutes chovot, les responsables, se font l'écho essentiellement de maîtres d'Europe de l'Est, et on entend très peu parler des maîtres du monde séfarade. Aujourd'hui, qu'il y a comme ça un regroupement de toutes les cultures, on remet à jour finalement des autorités dont on n'avait pas entendu parler et qui semblaient être des autorités de grande envergure dans le monde séfarade aussi. Mais néanmoins, il est clair qu'il y a en tout cas au niveau de la réputation, au niveau du rayonnement, le monde ottoman était moins percutant que le monde d'Europe de l'Est. Alors, nous allons donc poursuivre notre promenade historique et géographique après une pause musicale. Malechuseko, shoymer Shabbos v'koyre yoinek, v'koyre yoinek yoinek Shabbos, 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 Shabbos. Amikadeshe, Shevii, Kulam Yizbeyu, Kulam Yizbeyu, Yizbeyu, Yisangu, Kulam Yizbeyu, Yisangu, Mito Vechu Shabbos, Ubashvirot Siso Boy. Uma świroci soboj, uma świroci soboj, wykirasz to i Shabbos, 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 Kemidas Yomim, Kemidas Yomim, Kemidas Yomim, moje sayikanas, Kemidas Yomim, moje sayikanas, Kemidas Yomim, moje sayikanas, Shabbos. Alors, monsieur le rabbin Guggenheim, nous n'allons pas revenir sur l'ensemble des épisodes historiques, sur les soubresauts de l'histoire en fin du 19e siècle et ce 20e siècle, cette histoire qui a été terrible à maints égards pour les Juifs du monde, mais nous allons nous pencher sur les conséquences de cette histoire, sur l'étude talmudique. Alors, on rappelle très très brièvement les pogroms sanglants des années 1880, notamment en Russie, en Pologne. On rappelle très brièvement la Shoah, bien sûr, et puis cette immense migration des Juifs européens de l'Est et d'Europe centrale également vers l'Europe de l'Ouest et surtout vers les États-Unis et un peu plus tardivement vers Israël. Alors, quelles ont été les conséquences de ces grandes migrations, de ces grands bouleversements, et également, il faut bien le dire, de la disparition de grands maîtres talmudiques pendant la Shoah, donc sur l'étude juive?
on peut dire pratiquement que jusqu'à la guerre, tous les endroits qui ont été peuplés suite aux migrations dont vous avez parlé n'ont pas vraiment su édifier des bastions de Torah aussi imposants que ceux qui existaient en Europe de l'Est. Et jusque-là, donc, lorsque quelqu'un voulait vraiment se former dans l'étude de la Torah à un niveau important, il quittait son pays pour rejoindre l'Europe de l'Est. Mais après la Shoah, tout ce judaïsme extraordinaire a complètement disparu, et donc il a bien fallu remonter avec les moyens du bord ce que l'on pouvait remonter. Et il y a eu en fait essentiellement 2 continents où cela s'est fait, au détriment de l'Europe. C'est-à-dire que les États-Unis ont su effectivement remonter le courant et construire des Mekomot Torah, des bastions de Torah vraiment réputés, et également en Eretz Israël encore à un plus grand niveau, comme les anciens yeshivot, les anciens maîtres, les rescapés des anciens yeshivot ont eu à cœur de remonter des endroits de Torah sur le même modèle que ceux qui existaient avant la guerre. Mais tout de même, à vous entendre, je sens une certaine nostalgie. Vous avez le sentiment que le niveau n'est plus vraiment le même. Tous ceux que l'on peut encore côtoyer aujourd'hui, ils sont de plus en plus rares, qui ont vécu l'avant et l'après Shoah sur le plan de l'étude, sont tous unanimes sur ce fait-là. Mais n'est-ce pas une tendance naturelle de l'homme de toujours glorifier le passé? Bien sûr, mais et son enfance, certainement, sa jeunesse. Mais il y a aussi des faits objectifs que l'on ne peut pas contourner. Il semble de tous les témoignages que jusqu'avant la guerre, le fait par exemple de connaître le Talmud entier de A à Z par cœur mot à mot était quelque chose de relativement courant. Alors qu'aujourd'hui... Oui, alors vous me le disiez avant l'émission, nous en parlions tout à l'heure, et je vous disais que je n'arrivais pas à y croire. Oui, c'est peut-être inimaginable, mais il faut quand même penser que à l'époque, il y avait des Juifs qui se consacraient à l'étude de la Torah depuis leur plus jeune âge, et qui ne faisaient que cela, qui n'avaient aucun autre centre d'intérêt. Je parle pas de la télévision, mais même toute l'instruction générale, l'histoire, la géographie, c'était des choses qui étaient complètement ignorées. Parce que le chat, c'est des millions, c'est peut-être des milliards de mots. C'est probablement. Et néanmoins, et vous avez encore juste aujourd'hui peut-être quelques personnes qui existent encore pour vous montrer que ça peut exister. Est-ce que vous en connaissez, vous, des gens qui... Je connais effectivement une ou 2 personnalités dont on dit qu'il suffit de lui dire prenez telle page, dites-moi maintenant Nazir 24a, récitez-moi, et qui se mettent à réciter sans la moindre erreur, sans la moindre faille, le texte tel qu'il se présente. Mais c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel aujourd'hui. Et alors qu'à l'époque, c'était quelque chose de très courant. De la même façon. Enfin, l'étude du Talmud, ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement retenir, c'est aussi comprendre, interpréter. C'est certain. C'est une étude intelligente. C'est certain. Et donc, sur ce plan-là, quand on parle de niveau ou de baisse de niveau, est-ce que vraiment vous avez le sentiment qu'aujourd'hui le niveau intellectuel des étudiants, des grands rabbanim, des grands maîtres du Talmud n'est plus le même? Vraiment? Au niveau des grands rabbanim, on peut trouver aujourd'hui encore des rabbanim qui ressemblent encore aux rabbanim de l'époque. Pour revenir sur ce que vous disiez, que tout n'est pas une affaire de mémoire, mais sur le plan de la halakha pure, par exemple en ce qui concerne le problème de déterminer quelle va être la loi sur un problème moderne, le fait d'avoir la mémoire aide énormément à la compréhension même de la loi, parce que le rabbin moyen, si vous voulez, dont je suis par exemple, peut vous répondre sur un problème quelconque, la halakha est un tel. Mais les sommités, les vrais décisionnaires, eux, lorsqu'ils vous donnent une loi, sont capables, voient immédiatement, même sans faire un effort, c'est quelque chose automatique chez eux, voient immédiatement tout le fil conducteur qui, depuis le Talmud, a permis à arriver à la loi d'aujourd'hui. Et ça permet donc une conception et une perception des choses qui est tout à fait différente. Donc c'est pas simplement un problème de mémoire, c'est un problème de niveau. Oui, ça permet de résoudre des problèmes halakhiques nouveaux. Tout à fait. Bon, mais on a besoin de gens qui soient capables de le faire, mais la grande masse des Juifs, évidemment, ne vont pas aussi loin. Et ce qui compte également, je pense, c'est de pouvoir évoluer intellectuellement et progresser intellectuellement. Oui, chacun à son niveau peut progresser, c'est certain.
Mais il ne reste pas moins que l'étude, probablement même déconnectée de la halakha, parce qu'il faut quand même ajouter qu'il y a beaucoup de personnes qui s'adonnent à l'étude du Talmud sans avoir une arrière-pensée halachique, et même sans déboucher du tout sur un résultat halachique, uniquement en restant sur la page talmudique et en visant à l'approfondir de la manière la plus claire. Je pense que les maîtres contemporains eux-mêmes sont d'accord que leur niveau ne sera quand même pas aussi extraordinaire que le niveau des anciens. Mais remarquez, d'un autre côté, c'est pas nouveau. Nous avions déjà montré cela tout au long de l'histoire du Talmud. Les modernes ont toujours reconnu que les anciens étaient supérieurs à eux. Oui, tout de même, deuxième objection, monsieur le rabbin. Il y a aujourd'hui, dit-on, paraît-il, un nombre tout à fait considérable d'étudiants en yeshiva, et on dit même que ce nombre d'étudiants est inédit, qu'il y a plus d'étudiants en yeshiva aujourd'hui qu'il y en avait il y a un siècle. Je n'ai pas vérifié cela, mais en tout cas, il y a une tendance certaine en ce sens. Ça, c'est l'aspect positif. Notamment en Israël, bien sûr. Ah oui, là, il est absolument incontestable. Par exemple, qu'Israël n'a jamais eu l'autorité spirituelle, le rayonnement spirituel qui est là aujourd'hui, dans toute l'histoire d'Israël, depuis la Galoute. Bien, monsieur le rabbin, il nous reste très peu de temps. Quelques mots pour conclure. Il nous reste quelques minutes. Quelques mots pour conclure, provisoirement en tout cas, cette partie historique, sur le monde des yeshivot aujourd'hui en Eretz Israël, et ensuite ce sera notre conclusion provisoire en France. Alors en Israël, comme nous le disions, il y a effectivement de très nombreux yeshivot qui en fait, lorsqu'on voit les choses de près, sont très différentes les unes aux autres. Il y a d'abord les yeshivot, c'est-à-dire celles qui sont réservées à des étudiants de jeune âge non mariés. Il y a les kololim, où ce sont des gens mariés qui se mettent au travail, c'est-à-dire à l'étude de la Torah. Il y a les yeshivot ou les kololim faites pour les baalei teshuvah, c'est-à-dire en fait ce qu'on pourrait dire des structures d'accueil pour débutants. Il y a aussi, on appelle même en Israël yeshiva tichonit, c'est-à-dire en fait des écoles secondaires où on donne une part très importante à la yeshiva, à l'étude du Talmud, et donc qui, grâce à cela, porte le nom de yeshiva. Donc, en fait, quand on veut voir les choses de près, il y a une très grande variété. Mais il est certain que le nombre d'institutions, si vous voulez, qui sont consacrées et fondées sur l'étude du Talmud en Israël constitue un nombre très important. Et c'est une chose vraiment, c'est une réussite de l'après-guerre qui doit être notée. Bien, et dans notre pays? Alors, dans notre pays, il y a eu aussi, même avant la guerre déjà, des tentatives de création de yeshiva. Et il y a maintenant, comme vous le savez, à travers la France, un certain nombre de Mekomot Torah, des endroits effectivement qui sont consacrés à l'étude de la Torah, sur le modèle des yeshivot lituaniennes. Avec des gens qui ne font que ça, avec des gens qui se consacrent à plein temps à l'étude de la Torah et pratiquement essentiellement à l'étude du Talmud. Ils ne sont pas très nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Mais ils n'ont pas encore, si vous voulez, arrivé à atteindre la notoriété des grands yeshivot que l'on retrouve soit aux États-Unis, soit en Israël. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche aujourd'hui à avoir le top niveau dans l'étude du Talmud, on n'est pas encore arrivé à mettre sur pied en France une structure, si vous voulez, où quelqu'un qui serait en fin d'études trouverait que le meilleur endroit où il peut affiner et terminer sa formation, ce serait en France. Bien, je ne veux pas vous mettre dans une situation délicate, mais tout de même, dites-moi, malgré tout, si c'est cette nouvelle génération, donc qui est nombreuse visiblement, qui étudie en yeshiva, renouvellera avantageusement les élites du judaïsme d'aujourd'hui. On peut toujours espérer que, de toute façon, que ce soit en France. Je parle de la France. En France. En France ou ailleurs, il y a aujourd'hui des communications entre tous les pays qui font que finalement l'endroit où la chose a lieu n'est pas essentiel. On parle d'une perte de vocation dans le corps rabbinique. Ah, cela est déjà différent, voyez-vous, parce qu'il faut déconnecter l'étude du Talmud en tant que tel du rabbinat. Il y a de très nombreuses personnes qui étudient le Talmud pour lui-même et qui considèrent que l'étudier dans une arrière-pensée de rabbinat, c'est déjà
faire un affront au caractère désintéressé de l'étude. Et donc, ils se refusent au moment où ils étudient la Torah à dire qu'ils étudient parce qu'ils se consacrent au rabbinat. Malgré tout, il faut espérer que nos futurs rabbins, nos futurs grands rabbins seront des gens très érudits en matière talmudique. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'indispensable dans la mesure où le simple fidèle, de plus en plus, est déjà lui-même intéressé à l'étude talmudique et a déjà un niveau talmudique important. Il est donc inimaginable que le rabbin de sa communauté soit quelqu'un qui lui soit inférieur dans le domaine de l'étude. Puis alors, je pense que pour les étudiants yeshiva, il faut le prendre comme pour un encouragement. Oui, en fait, on a toujours dit dans la yeshivot qu'il existe un moment, il y a une sonnerie intérieure qui sonne chez l'étudiant du Talmud, chez le kolénik, celui qui étudie déjà après avoir été marié, et à un moment il y a une sonnerie interne qui lui dit maintenant ça suffit, il faut que tu fasses profiter les autres de tout ce que tu as emmagasiné. Monsieur le rabbin Michel Guggenheim, merci et à la semaine prochaine. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron. Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Monsieur le rabbin Michel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, après notre parcours historique et géographique, nous avons, au cours des dernières émissions, nous avons parlé de l'histoire du Talmud dans les différentes communautés juives dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tout à fait différent. Nous allons nous demander dans quel esprit on doit aborder l'étude du Talmud. Alors d'abord, il faut peut-être rappeler que il faut étudier, que c'est une obligation. C'est une obligation religieuse qu'on appelle une mitzvah. Et ce n'est pas la moindre des mitzvot. Vous savez qu'il y a... Mitzvah, la meilleure traduction, c'est vraiment obligation. Oui, la mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Le tzav, c'est un ordre, donc la mitzvah est toute prescription, tout comportement qui a été voulu par Dieu. Quand on accomplit une mitzvah, on actualise la volonté divine. Et l'étude de la Torah, et à travers elle essentiellement l'étude talmudique, est une mitzvah pas comme les autres, puisque comme vous le savez, le matin, nous disons un texte chaque matin, juste après la bénédiction sur la Torah d'ailleurs, le Talmud Torah Koneget Kula. Donc l'étude de la Torah a une valeur aussi grande que toutes les autres mitzvot. Oui, on dit également, je crois, que toutes les mitzvot, que chaque acte de la vie comporte une limite, alors que l'étude de la Torah, comme l'amour, n'a aucune limite. Comme l'amour. Ce sont les deux mitzvot. Dans le texte dont nous parlons, nous disons il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de shiur, apéa, bikurim, rien. Le gmilut rasadim, c'est à ça que vous faisiez allusion, c'est-à-dire la charité. Dans la charité ou dans le fait de multiplier les actes de bienfaisance. Je crois qu'il y a un texte racidique qui dit aussi l'étude du Talmud et l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est ça, n'a aucune limite, absolument. Et l'étude de la Torah également. Et dans le même ordre d'idées, je voudrais rappeler ce que dit le Talmud lui-même dans le traité de Shabbat, que lorsque un homme se présente devant Dieu pour son dernier jugement, eh bien, on lui pose 3 questions. Est-ce que tu as été loyal dans tes transactions commerciales? Est-ce que tu as fixé des temps pour l'étude de la Torah? La 3e question étant, est-ce que tu t'es occupé de procréer? Est-ce que tu as accompli l'obligation d'avoir un garçon et une fille? Mais la question du milieu, c'est, est-ce que tu as fixé des temps pour l'étude? Monsieur le rabbin, est-ce qu'il est impie de se demander, ou de vous demander s'il y a une raison à telle ou telle mitzvah? Absolument pas. On peut même dire que la recherche de la signification des mitzvot fait partie
de l'étude même de la Torah et de la mitzvah d'étudier la Torah. Mais il y a un petit mais, ce qui est déjà, je dirais pas impie, mais en tout cas décommandé, c'est de relier l'accomplissement de la mitzvah à sa signification. De dire, j'accomplis la mitzvah que dans la mesure où la signification que j'ai trouvée me satisfait. Et vous comprenez pourquoi? Parce que si vous attendez d'être intéressé par la signification de la mitzvah, ce n'est plus Dieu que vous servez, c'est vous-même. Vous trouvez que cela est justifié, donc vous le faites. Sinon, vous ne le faites pas. D'ailleurs, on peut rappeler que certaines mitzvot n'ont pas vraiment de signification connue, comme par exemple certains aspects de la cacheroute. Oui, ça fait partie des choukim, les lois irrationnelles, dites irrationnelles, que l'on peut, dans une certaine manière, malgré tout, rendre rationnelles, mais dont il est vrai qu'on n'arrivera jamais à percer jusqu'au bout les significations. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'en ont pas, mais ce qui veut dire simplement qu'elles nous échappent. Alors, quelques mots sur les significations, les raisons de cette mitzvah essentielle. Il y a beaucoup d'écoles qui ont été, et de théories qui ont été émises. Permettez-moi d'en donner une, parce qu'elle est la plus extrémiste en la matière, c'est celle de Rabbi Chaim de Volojine, dont j'ai déjà parlé précédemment, et qui dit que finalement dans la Torah, dans l'étude de la Torah, dans le Talmud, il y a deux parties. Il y a la partie normative, et puis il y a la partie agadique, on aura encore l'occasion d'en parler, la partie agadique, c'est-à-dire les significations, la philosophie, etc. L'une incarne la volonté de Dieu, l'autre incarne le verbe de Dieu, la parole de Dieu. Et le moyen le plus fort, le plus sûr pour arriver à un contact avec Dieu, c'est à travers l'étude de la Torah. Lorsque vous vous baignez dans le Talmud, dans l'océan du Talmud, à ce moment-là, vous arrivez à une certaine communion, à un certain contact, dans la mesure du possible, avec la parole de Dieu et avec la volonté de Dieu. Néanmoins, monsieur le rabbin, il y a un certain nombre de penseurs, de grands penseurs, y compris de penseurs juifs, et qui étaient des juifs traditionnalistes ou même orthodoxes, qui se sont intéressés au Talmud, comment dirais-je, pour d'autres raisons que la mitzvah elle-même, et qui se sont intéressés au Talmud sur un plan philosophique, intellectuel, culturel. Il y a dans le Talmud effectivement des richesses incroyables. Le Talmud représente un trésor affectif, un trésor littéraire, artistique. Il y a des pages de Talmud qui sont des véritables anthologies. Pour des gens qui n'ont jamais lu du Talmud, ça doit être véritablement une découverte. Et nous-mêmes qui avons la pratique quotidienne de l'étude du Talmud, nous éprouvons réellement un ravissement devant la beauté de certains textes, ne serait-ce que dans le style tellement oral, tellement vivant. On voit vraiment la maison d'études se dérouler, les élèves en train de discuter devant nous à travers les siècles. Et alors également beaucoup la philosophie. C'est vrai que le Talmud qui recèle à la fois la partie normative, la partie juridique, le droit rabbinique, si vous voulez, le droit talmudique, le droit hébraïque d'une part, mais aussi toute la pensée juive, toute la philosophie juive se trouve ramassée dans le Talmud. Donc c'est tout à fait justifié, normal, et je dirais même, il est très important que des auteurs de philosophie qui sont très réputés viennent montrer que dans le Talmud, il y a toutes ces richesses-là, pour ne pas que, comme on l'a cru longtemps en fait, plus aujourd'hui, mais longtemps on a cru que le Talmud était un tissu un ramassis de petites histoires sans intérêt, pour montrer au contraire qu'il n'en est rien, et que ce sont il y a des enseignements les plus profonds, les plus au plan philosophique, au plan de la pensée, qui peuvent être décryptés et qui peuvent être dégagés à partir de l'étude talmudique. Mais il y a la simple réserve qu'il faut rajouter à cela, c'est que tout cela va dans le bon sens à partir du moment où on n'occulte pas le fait qu'on est en train d'accomplir un acte religieux. Tout de même, ces liens, ces relations entre l'étude philosophique et l'étude talmudique connaissent un certain succès, un succès croissant. On peut dire que c'est un peu une vogue, une mode, et j'aimerais connaître votre avis sur ce sujet. Nous en parlerons après une pause musicale. Ashta bagilano, bisman korif, bisman korif. Ashta bagala, bisman korif, bisman korif. Ashta bagala, bisman korif. Ashta bagala. Oh,
Hashta bagilano, Bisman Korif, Bisman Korif. Hashta bagala, Bisman Korif, Bisman Korif. Hashta bagala, Bisman Korif. Hashta bagala, Bisman Korif. Hashta bagala, Le rabbin Michel Guggenheim, on va citer quelques noms: Emmanuel Levinas, Yeshayahu Leibovitch, Franz Rosenzweig, Hermann Cohen, tous ces gens, ces contemporains ou ces philosophes qui ont vécu au 19e ou au 20e siècle, sont tentés de faire le lien entre la philosophie, entre les sciences modernes, les sciences de l'homme, et le judaïsme le plus traditionnel, et le Talmud en particulier. Quel regard portez-vous sur ces réflexions, sur ces tentatives de réflexion? Je dois dire que pour beaucoup de ceux dont vous avez parlé, je ne les connais pas personnellement. Ce qu'il faut dire, c'est que donc l'approche philosophique du Talmud n'est pas quelque chose de réellement nouveau, de révolutionnaire. Nous savons très bien, nous aurons l'occasion d'en parler certainement par la suite, qu'il y a la partie agadique, par exemple, du Talmud, qui est essentiellement là pour exprimer toute la pensée juive sur tous les problèmes de la vie, tous les problèmes physiques et métaphysiques. Et simplement... Mais on croit souvent que la Haggadah, c'est une série de légendes, de contes. Non. Absolument pas. Et il y a des textes déjà au niveau du Moyen-Âge qui ont été établis pour bien expliquer qu'en fait l'expression apparente un petit peu d'imagerie populaire ou ce genre de choses qu'il y a dans les Haggadot sont en vérité un masque, une sorte de voile qui permettent de ne pas d'interdire l'accès à une personne non initiée à des choses qui sont extrêmement profondes, qu'on appelle margaritas ante porcos, pour qu'il n'y ait pas des perles livrées à la pâture devant les cochons. C'est pourquoi on a eu besoin de masquer parfois la volonté, l'intention profonde par des paroles de peu d'importance. Un des auteurs qui a le plus travaillé en ce sens, c'est le Maharal de Prague, dans son livre Be'er Hagolah, qui a montré quelle richesse il y avait sur le plan philosophique, justement, dans tous ces enseignements du Talmud. Par conséquent, il est tout à fait juste, tout à fait normal, et à part les auteurs dont vous avez parlé qui ont, si vous voulez, une expression vers l'extérieur, vers le monde non juif, les rabbins également n'ont cessé de montrer, à travers le Talmud, quelles sont les valeurs philosophiques qui la sous-tendent. Le monde chassidique, c'est également ça aussi. Combien d'enseignements chassidiques trouvent leur source dans le Talmud lui-même. Et dans le monde lituanien, nous avons également des rabbins, des penseurs juifs. Je peux citer un des rabbins qui fut mon maître, le rabbi Yitzhak Koutner, Zichrono Livracha, qui est aussi considéré comme un des plus grands penseurs de notre époque dans le monde traditionnel et dont les enseignements sont fondés toujours sur le Talmud. Par contre, là où il peut y avoir problème, c'est si on déconnecte totalement avec nos sources. C'est-à-dire que il est très facile d'innover et de dire un peu ce que l'on pense, car justement le texte du Talmud est très hermétique. Et par conséquent, le repère que nous avons toujours eu, c'est de nous lier à des sources et de voir que l'enseignement qu'on est en train de donner peut se référer à un enseignement qui a été déjà dit, dont on renouvelle simplement l'expression ou dont on se permet d'évoluer dans la direction qui a déjà été donnée. Mais à partir du moment où la frontière est là, si on finit par faire dire au Talmud quelque chose ou qui s'oppose à des vérités qui ont été dites par nos maîtres, à ce moment-là, nous savons qu'ils sont dans l'erreur. Mais sinon, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait bien, et comme je le disais tout à l'heure, ça va même dans le sens de l'étude de Torah. C'est une actualisation extraordinaire de l'étude de Torah, dont le but est justement de faire ressortir du texte toutes ces virtualités.
à une réserve près, celle dont j'ai parlé tout à l'heure et sur laquelle je voudrais revenir en introduisant par un passage extraordinaire du Talmud dans Nedarim. Ce passage cite un verset de Jérémie qui dit « Quel est l'homme sage et intelligent qui peut comprendre cela? Comment se fait-il que la terre a été détruite ?» faisant référence à la destruction du temple et à l'exil d'Israël de sa terre. Et le Talmud, donc s'appuyant sur l'exégèse du verset sur laquelle nous ne nous appesantirons pas maintenant, explique que cette question a été posée aux sages et elle a été posée aux prophètes. Cette énigme, ils n'ont pas su la résoudre. Pourquoi finalement fallait-il que Dieu exile son peuple sur la terre, détruise son temple? Il a fallu que Dieu lui-même en donne la réponse. Et la réponse a été « Vayomer Hashem alosvam et Torati » parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Et alors le Talmud dit, mais comment abandonner la Torah? On sait très bien qu'à l'époque du deuxième temple, on a fait toutes les mitzvot, on a accompli tout ce qu'il fallait, c'était pas comme au temps du premier temple. Et on a étudié la Torah également, il y a des très très grands auteurs qui se sont exprimés à cette période-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas étudié la Torah? Rav Yehuda dit au nom de Rav, ils n'ont pas récité la bénédiction sur la Torah avant d'étudier la Torah. Ils ont étudié la Torah, mais ils n'ont pas récité la bénédiction qui la précède, la Birkat HaTorah. Quelle est la signification de cela? Quel est le reproche? Eh bien, le reproche, c'est qu'ils ont fait de la Torah une culture comme une autre. C'est une culture très importante, un trésor de culture, un trésor universel, un trésor humain, affectif, artistique, comme nous l'avons dit, mais ils l'ont désacralisé. Ils lui ont fait perdre ce lien dont nous avons parlé avec Dieu. Et par là, ils ont complètement vidé l'acte d'étude de la Torah de sa substance. Et c'est cela qui a fait que finalement il n'y avait plus de raison de rester en Israël, parce que Israël aussi, la raison d'être de la mitzvah d'habiter en Israël, c'est pour rester en contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'endroit où Dieu a les yeux tournés en permanence, selon le texte même de l'Écriture. À partir du moment où on a l'impression qu'il s'agit ici simplement d'une production humaine qui n'a plus de lien avec Dieu, on ne mérite plus de rester sur la terre qui est privilégiée dans ses rapports avec Dieu. Alors c'est là la réserve que j'aurais voulu émettre par rapport à votre question, c'est que étudier la Torah en recherchant, en essayant de faire émerger les systèmes de pensée, et même en les opposant au système de pensée universel, cela est tout à fait justifié et va dans le sens même de la mitzvah. C'est une application de la mitzvah, mais à la réserve près de ne jamais oublier qu'on a affaire ici à un texte qui émane de Dieu. Une toute dernière question, monsieur le rabbin. Il y a certainement parmi nos auditeurs, et j'en suis même sûr, de nombreuses personnes qui ont étudié à l'université, qui ont fait de longues études, qui ont beaucoup étudié, qui ont l'habitude d'étudier, de lire, d'écrire, de prendre des notes, qui peut-être ont fait des thèses d'université, mais qui n'ont jamais eu l'occasion d'étudier le Talmud. Ces personnes-là, ces auditeurs, savent très bien comment on se sent après avoir étudié très longtemps un texte littéraire ou un texte scientifique, par exemple. Alors, une question peut-être naïve, mais comment se sent-on? Qu'est-ce que l'on ressent après avoir étudié une journée entière, une page ou plusieurs pages du Talmud? C'est une question dont la réponse est variable suivant la personnalité de celui qui étudie et suivant le niveau de l'étude. Quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais ou qui n'est pas très familiarisé avec l'étude de la Gemara sera simplement enthousiasmé d'avoir découvert un monde tout à fait inconnu, avec son style, avec ses riches en couleurs, etc. À un tout autre niveau, quelqu'un qui aura, je passe vraiment d'un extrême à l'autre, quelqu'un qui a dépassé déjà ce stade de la familiarisation avec le décor et qui est rentré dans le fond des choses, il aura surtout une impression d'une profondeur insondable. Il aura l'impression que plus il approfondit et plus il reste encore à approfondir. Et il aura aussi une immense satisfaction lorsqu'il aura abouti, par ses propres moyens intellectuels, à mettre une clarté dans des pages. C'est-à-dire que quand on étudie le texte, il y a 3 temps. Il y a un premier temps où le texte paraît très simple et paraît même évident. Le deuxième temps, tout paraît obscur.
tout paraît difficile. Ça, ça requiert déjà un niveau d'approfondissement important. Mais il y a un stade où on comprend plus rien. Et si vous arrivez au 3e stade, où vous arrivez de nouveau à retrouver la clarté qui était celle que vous aviez au début, alors on assiste vraiment, on éprouve un sentiment de joie ineffable, et c'est à cela que fait référence le verset lorsqu'il dit « Pikoudei Hashem Yesharim Mesamche Lev » que les lois de Dieu sont droites et elles réjouissent le cœur. D'après la tradition, cela a été dit spécifiquement par rapport au parfum de l'étude de la Torah. Monsieur le rabbin, je vous remercie. Avant de passer à l'étude proprement dite, ce sera dans 3 semaines, eh bien, au cours des 2 prochaines émissions, nous parlerons de la structure générale du Talmud et nous parlerons également ce sera notre émission numéro 10. Nous parlerons également du travail de l'étude et des principes herméneutiques et logiques qui président à l'étude du Talmud. À bientôt, à la semaine prochaine, monsieur le rabbin. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron.